j'avais tendance à débiter ce que j'avais appris. Et en fait, c'est souvent la peur d'avoir une question à laquelle on ne saura pas répondre. On dit qu'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour plus écouter que parler. J'essaye de lui faire dire quels sont les critères, mais je ne m'arrête jamais à ces critères. Dans la vente, la base, c'est la recherche des besoins. Un humain, ça rêve. Nous, on est là pour leur mettre les pieds sur terre. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine, nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leurs succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Moi, avant tout, je veux te remercier déjà de faire partie de la famille LGM Immobilier. Ça fait un long moment que tu es chez nous. Et je suis très, très content de te retrouver aujourd'hui. En plus, pour apprendre à te connaître différemment, parce que toutes les personnes qui sont chez LGM, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a un peu moins comme toi qui ont déjà une belle histoire avec nous. Mais je ne vous connais pas forcément dans les détails. Je connais un petit peu vos parcours, tu vois. Je sais que tu étais dans le médical. Je me rappelle un petit peu que tu étais dans aussi, je crois, la construction de maisons individuelles. Et l'idée, c'est d'en apprendre plus sur toi et de comprendre aujourd'hui, parce que tu es performante en plus sur le terrain, comment peut-être tu as lié la transition avec tes expériences passées pour les mettre au profit de ton quotidien, conseiller en immobilier. Et du coup, l'idée, c'est, alors, qu'est-ce que tu faisais avant de rentrer chez LGM Immobilier? Tu as commencé, je crois, une belle carrière dans le médical. Alors, qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Alors, j'étais visiteuse médicale. Donc, j'ai travaillé pour 4-5 labos différents. Donc, il y a eu des changements, avec des lancements de produits. Et en fait, j'ai travaillé donc, sur de la vente en face-face avec le corps médical. Donc, c'est une clientèle pressée, qui n'a pas beaucoup de temps à accorder aux commerciaux. Donc, il faut vraiment adapter les techniques de communication, de vente, mettre de l'empathie, de l'écoute surtout, pour pouvoir avoir un échange productif avec un médecin. Voilà. Et du coup, c'est quoi en fait? C'est une entreprise avec qui tu collaborais, qui avait des contrats avec plusieurs laboratoires, c'est ça? Non, j'ai travaillé pour des laboratoires avec des entités propres, qui avaient leur centre de recherche, leur portefeuille de médicaments. Donc, c'était en fonction des stratégies commerciales. J'avais 1, 2, 3 médicaments, 4 à proposer aux médecins. J'adaptais aussi les présentations en fonction des profils de médecins parce qu'ils ont quand même des outils marketing assez poussés qui leur permettent de connaître les profils de prescripteurs. Donc, ça me permettait surtout de faire un ciblage terrain. Et par exemple, sur le département du Gard, sur 1000 médecins, j'en voyais 250 que j'avais moi ciblés avec des critères particuliers. Sur ces 250, j'avais 50 cœurs de cible. Ça, c'était mon fonds de commerce. C'était les médecins que je ne devais absolument pas perdre parce que c'était mes prescripteurs, c'était mon chiffre d'affaires. Et mon objectif, c'était non seulement de maintenir mon chiffre, mais j'étais primée sur l'évolution, sur le gain de la part de marché. Donc, il y avait des prospects, des clients que je devais développer, qui ne connaissaient pas mes nouveaux produits, qui n'en avaient jamais entendu parler, qui avaient peut-être d'autres habitudes à la concurrence. Et donc, il fallait que je vienne leur apporter tous les éclaircissements et l'intérêt des produits que j'avais. Super. Et donc, du coup, tu avais une zone géographique qui s'étendait... Oui, j'avais un secteur, c'était le Gard, en principal, parce que j'ai toujours habité le Gard pendant pas mal d'années. Mais en fonction des évolutions, j'ai eu l'Hérault, j'ai eu la Lozère. Alors, je me suis régalée là-bas. J'étais première France en Lozère. Il y avait très peu de labos, donc quand je venais, j'étais super bien reçue. Bien accueillie, j'ai eu le Vaucluse, et j'ai été en bas, et j'ai eu les Bouches-du-Rhône. Et ma dernière année, donc après 24 ans d'industrie pharma, donc j'ai été nommée déléguée spécialiste hospitalière. Et là, j'avais tout PACA. C'est costaud quand même. Donc là, je partais le lundi. C'est l'enfer. J'étais jamais chez moi, j'étais à l'hôtel. Et du coup, donc il y a une partie de ton temps qui est consacrée à rencontrer des médecins
que tu connaissais pas alors. Ça veut dire que tu pars le matin, tu rentres le soir, tu travailles entre midi et 2 parce que tu dois t'adapter aux horaires des médecins et chaque médecin a des horaires différents et des temps de présence différents. Donc en fait, tu fais des carnets de bord, mais avec la gymnastique, tu sais exactement que quand tu sors de chez du Schmoll à 10h15, tu sais qu'il te faut autant de temps pour aller chez machin et tu te dis, bon, alors je peux aller voir un tel, je fais quoi? Alors je commence par lui. Quelquefois, tu arrives, il te dit, écoute, Pascaline, j'ai pas le temps, reviens demain. Alors, si tu as fait... voilà. Ou alors, reviens dans 2 heures, reviens en fin de journée. Bon, après, ils nous reçoivent bien. Si on est pro, ils nous reçoivent bien. Ouais, mais du coup, ça doit être très formateur, justement, sur l'aspect... Il faut savoir gérer son stress tout le temps. Ouais, exactement. C'est hyper dur. On est tout le temps sous stress, en fait. C'est incroyable, ça. Ouais. Et du coup, comment tu as fait? Tu avais déjà quelque chose en amont avant cette période-là professionnelle qui fait que tu t'arrives ici à t'adapter? Non, alors je pense que j'ai un tempérament où j'aime les défis, parce que j'étais sportive, plus jeune, et j'aimais bien faire de la compète. Donc en fait, les défis, ça me plaisait bien. Les face-face avec les médecins, j'aimais beaucoup. Parce que j'aimais bien discuter avec eux, droit dans les yeux. Ça me permettait d'avoir un lien avec eux qui était plus proche que si je faisais par exemple une réunion avec 4 médecins autour d'une table. Là, l'impact est beaucoup moins fort. Ouais, mais c'est intimidant quand même. Alors, il faut surpasser le fait qu'un client peut avoir fait 10 ans de médecine dans le général. Dans mon domaine particulier, par exemple, j'avais la migraine. J'avais une formation, ils avaient fait 1 heure en fac de médecine. Et je pouvais vraiment leur parler des patients, de comment ils évoluaient, comment réagir avant, pendant, après. J'étais beaucoup mieux formée. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on en discutait juste avant d'être ici. On discutait un peu de tout ça. Et il y a beaucoup de similitudes avec l'immobilier. Ouais. Et si on reste justement sur ce côté-là médical et autres, tu me parlais justement de la recherche des besoins avec justement le médecin pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il a comme attente en fonction de ses patients et autres, et lui trouver en fait une solution pour qu'il prenne ce que tu as à lui proposer, etc. C'est exactement ça. C'est que la similitude, c'est que quand on est en face-face avec des acquéreurs qui viennent visiter un bien, en réalité, ils ont souvent donné des critères un peu aléatoires en fonction de ce qu'ils aimeraient, mais ce n'est pas toujours en adéquation avec la réalité. Et puis, on ne trouve jamais le bien parfait. Donc, il faudra à un moment donné adapter leurs besoins, peut-être aménager une cuisine ou transformer un garage en salle de sport. Enfin, il y a des tas de choses possibles. Mais ça, c'est les acquéreurs, souvent, ils n'y ont pas pensé. Et là, c'est à nous à les accompagner en justement leur demandant pourquoi ils veulent tel critère, leur faire reformuler, vérifier que monsieur et madame sont en cohérence sur le projet. Et surtout, donc, résumer, on va dire... 3 points principaux sur lesquels on va pouvoir s'asseoir, comme sur un tabouret. J'aime bien l'image, parce que ça va permettre finalement de verrouiller une vente sur... on ne peut jamais être à 100%, mais si on est à 80-85%, on peut dire qu'on peut à ce moment-là closer la vente. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui que tout justement ce côté professionnel d'avant, le médical, et puis on pourra en discuter si tu souhaites aussi la construction de maisons individuelles, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as pioché là-dedans et qui t'aide vraiment aujourd'hui au quotidien dans ce métier? Alors je vais dire tout. Ah ok. Bon. Tout, parce que je me rends compte que l'immobilier, c'est un métier caméléon. Ouais. Il faut avoir des tas de compétences. Alors on ne peut pas tout exploiter tout le temps. Mais l'idée, c'est de piocher à la carte en fonction des événements. Donc, il faut savoir s'adapter à plein de choses. Alors, le point commun sur les 3 métiers que j'ai faits, c'est la découverte des clients et l'écoute. Alors, à 30 ans, je ne savais pas écouter. C'est vrai? Oui, je travaille beaucoup, donc j'apprenais par cœur. Je savais tout par cœur. Mais j'avais tendance à débiter ce que j'avais appris. Et en fait, c'est souvent la peur, en écoutant quelqu'un, d'avoir une question à laquelle on ne saura pas répondre. Donc souvent, on se dit, si jamais il me pose une question, c'est mort. Donc on se dit, bon, je vais lui dire tout ce que j'ai appris. Ouais. Et voilà. Commercial, quoi. Voilà, commercial pur. Et je me rappelle que j'ai un directeur régional, ma toute première visite, j'avais tout dit. Et effectivement, le médecin frustré n'avait pas ouvert la bouche. Donc recherche des besoins, écoute, reformulation, tout ça, j'avais rien fait.
C'était ma première visite. Et mon directeur régional avait dit, elle a tout dit, mais nous, on est un peu frustrés. Et en fait, ça m'a marqué. Et après, j'ai travaillé l'écoute, justement pour me dire, finalement, dans la vente, la base, c'est la recherche des besoins. Ok. Si on n'adapte pas le produit aux besoins, parce que les produits s'adaptent, on passe à côté. D'accord. Ça, c'est vrai. Donc parce ça, que c'est un point, pardon. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est ce que j'essaye en général d'expliquer, surtout les personnes qui se reconvertissent dans l'immobilier, qui ont une première approche des fois commerciale, parce qu'on est des commerciaux avant tout, faut appeler un chat un chat, mais il faut sortir de la caricature du vendeur de tapis qui débite, qui a appris par cœur ses phrases, son book, s'il a un book, etc. Et non. Surtout aujourd'hui, dans n'importe quel métier lié à la vente, et dans l'immobilier encore plus particulièrement, on dit qu'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour plus écouter que parler. Et ça, c'est vachement réel, parce qu'on n'est que dans l'adaptation, comme tu l'as très bien dit, en fait, des besoins de chacun. Mais alors du coup, où est-ce que tu arrives justement à faire des découvertes, que ce soit avec les acquéreurs, les vendeurs, tu nous diras, où est-ce que tu arrives à faire des acquéreurs, des découvertes approfondies avec les personnes, sur quoi tu te bases? Est-ce que tu as par exemple une feuille avec la liste des critères qu'ils veulent et tu questionnes d'une certaine façon pour aller dans le détail? Explique-nous un peu ce que tu fais. Alors en fait, je pars du principe que quand un client m'appelle au téléphone pour visiter un bien, donc déjà, j'essaye de vérifier la motivation, la temporalité, si c'est pour maintenant, etc., les questions clés. Et ensuite, j'essaye de lui faire dire quels sont les critères, mais je ne m'arrête jamais à ces critères, parce qu'en fait, il va évoluer dans le temps, il va changer d'avis, parce que c'est humain. Et en fait, l'idée, c'est de lui dire pourquoi, et en fait, de lui faire dire tout ce qu'il ne me dit pas. Parce que dans un premier contact, ils nous disent jamais la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne nous connaissent pas, on n'est pas en face, ils ne savent pas qui on est au bout du fil, donc ils sont focalisés sur leurs besoins et sur leurs rêves, mais leurs rêves sont souvent bien au-delà de leurs capacités. Quelquefois, ils ont les moyens, mais quelquefois, c'est normal. Rêver, c'est ne pas se mettre un plafond sur la tête. Voilà, donc l'idée, c'est de les reposer tranquillement au sol et de leur faire dire... leur faire reformuler le pourquoi du comment sur tous les critères qu'ils vont me dire. Et là, je prends des notes. J'ai tout sur un cahier. Donc, tu es toujours dans le pourquoi, en fait. Tu essayes toujours on me donne une information, par exemple une surface d'un terrain, mais pourquoi vous avez en fait cette idée de surface? Voilà. Souvent, les gens disent, nous, on veut un grand terrain. Mais pour un client, un grand terrain, ça va être 500 mètres carrés parce qu'il avait 200. Et pour un autre, 2000 mètres carrés, ça va être petit parce que lui, il veut 1 hectare. Donc, en fait, si on ne fait pas reformuler, il y a des gens, ils m'envoient des SMS. Si vous avez ce bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous cherchons une maison avec 3 chambres, un garage et un grand terrain. Alors, je n'ai pas le budget. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Allô. Je les appelle et on fait le point. Et en fait, là, je découvre vraiment les besoins du client. Et c'est super intéressant ce que tu racontes. Et il y a déjà l'idée de départ qui peut être propre à chacun, comme tu le dis, le terrain. Je veux un grand terrain. Et c'est quoi pour vous un grand terrain? C'est 500, c'est 2000, etc. Et ensuite, il y a le niveau encore après. C'est-à-dire, je veux 2000. Et pourquoi vous voulez réellement 2000? C'est ça. Quelle est votre définition en fait de votre perception du grand terrain? Parce que je veux pas de voisins, parce que je veux pas de vis-à-vis, parce que je veux pas, voilà. C'est la vraie raison, voilà, exactement. Et c'est ça que je voulais t'entendre, parce que tu as la vraie raison qui fait que, en fait, c'est pas forcément une surface de terrain, mais c'est, la proximité d'un voisin, ou peu importe qu'est-ce que c'est. Je veux mettre une piscine. Fait que peut-être 1500, ça ira très bien. Exactement. Et qu'on peut, nous, passer à côté de quelque chose qu'on peut lui proposer, mais lui, passer à côté de ce qui vraiment aurait été très bien pour lui. Voilà. Et d'où ce temps qu'il faut passer avec des personnes pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont en fait comme mode de réflexion, et pas juste c'est quoi votre idée globale de votre recherche. Et c'est là où je trouve, tu vois, qu'il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui n'ont pas compris ça, qui ne le font pas. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je suis en train de chercher un bien là en ce moment. Et ce qui est génial, c'est que même après, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier, tu vois, je pourrais être quand même un peu plus aguerri justement sur ma propre réflexion de ma surface de terrain, je veux ça par rapport à ça, pour être plus pragmatique et plus efficace.
tu vois que même après 20 ans d'expérience, je fais toujours, c'est pas une erreur, mais cette envie de rêve. Et je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. Et surtout, là où j'ai vachement évolué, c'est ma zone géographique. Parce que j'étais parti sur une zone géographique de recherche, tu vois, qui était un peu plus étendue par rapport à des critères qui étaient une idée. C'est même pas une envie, c'est pas un besoin, tout ça, mais c'est une idée. Et en allant visiter en fait les communes sur lesquelles j'avais des idées, je me suis aperçu que non, cette commune ça me va pas, celle-là non ça me va pas, etc. Et en fait je suis reparti au point de départ, c'est que je veux que cette commune-là et je veux que ça. Et oui, j'ai beaucoup moins de terrain qu'ailleurs parce que les prix sont plus élevés, etc., etc. Et donc en l'espace de, tu vois, ça doit faire peut-être 2-3 mois que je cherche. Ça a complètement évolué, ma recherche, alors que pourtant, je suis censé m'y prendre un petit peu mieux que monsieur, madame, tout le monde. Tu es formaté en tant que professionnel, donc tu sais mettre tes critères de recherche. Mais on ne peut pas te reprocher d'être humain. Et c'est ça. Un humain, ça rêve. Et changer de maison, acheter un bien pour la première fois, ou une résidence secondaire, mais c'est un rêve. Donc pourquoi les gens se limiteraient au minimum ? Forcément, ils veulent le maximum dans leur budget. On ne peut pas leur en vouloir. Après, nous, on est là pour leur mettre les pieds sur terre. Ouais, c'est un peu ça. Mais justement, les mettre les pieds sur terre, tu as une majeure partie des gens quand même qui soit n'écoutent pas au démarrage, ou soit n'acceptent pas forcément ce que tu as à leur raconter et autres. Et justement, cette phase-là, que ce soit des vendeurs aussi qui t'écoutent avec ce prix en général qui, la plupart du temps, en veulent trop cher, ou des acquéreurs qui, des fois, tu sais, parce que tu les suis depuis un certain temps, tu as bien écouté leurs recherches, etc. Et tu sais que là, c'est ce qu'il leur faut, mais vraiment. Et puis qui t'écoutent, mais à 80%. Tu as un petit truc, tu as quelque chose justement pour leur faire comprendre que c'est ça qu'il vous faut vraiment, quoi. Tu as un truc que tu fais, tu es toujours dans cette empathie, dans ce dialogue, dans... Alors après, j'ai une approche, on en a parlé, mais je ne vais pas être très longue là-dessus parce que c'est assez complexe. J'ai été formée sur des techniques de process communication qui me permettent d'adapter mon discours en fonction du profil de personnalité de la personne qui est en face de moi. Donc il y a des petites choses dans les mots qu'il utilise, la tenue vestimentaire, la gestuelle. J'arrive, je peux me tromper parce que ça doit être très intuitif et on fait ça très rapidement, mais ça me permet de savoir si c'est quelqu'un à qui je vais imposer mon opinion ou si c'est quelqu'un à qui je vais lui demander ce qu'il en pense, lui suggérer d'aller plus loin ou lui dire de façon un petit peu plus directive, là je pense qu'on est bon, c'est le moment d'y aller. Si c'est quelqu'un de plus empathique, à qui je vais arrondir un petit peu plus les angles dans ma façon de parler et créer un lien plus affectif, souvent avec les dames, mais ça peut être les messieurs aussi. Affectif, attention. C'est compris, si c'est quelqu'un qui est plus dans le défi, ce qu'on appelle un promoteur, il y en a beaucoup dans notre métier, parce que forcément, on est dans l'action, on aime bien les challenges. Donc là, c'est un peu le mettre en concurrence avec peut-être d'autres acquéreurs qui ont visité avant, pour lui dire... si vous voulez la maison, je pense qu'il faut vous décider tout de suite parce qu'elle va vous passer sous le nez. Mais on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui est basé sur l'opinion parce que là, ça va le mettre sous stress. Et ça, c'est des erreurs que si on n'est pas formé, et j'ai la chance de l'avoir été et de l'avoir mis en pratique sur le terrain, on peut pas vraiment le savoir. C'est très difficile. Alors, il y a des petites choses clés. Je reconnais que l'avantage d'avoir un peu d'expérience là-dessus, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet d'avoir développé des capacités de communication avec tous les profils et de savoir m'adapter à tous les profils, donc de les mettre en phase de communication plus. Je peux me planter, c'est de l'humain, donc il suffit que la personne soit mal lunée le matin pour que ça couaque. Mais dans l'absolu, je pense que ça m'aide à avancer dans 80% des cas. C'est génial, ça. Oui. Ça, c'est pour moi, c'est presque le Graal, tu sais, c'est le niveau, le niveau supérieur. Et moi, je l'ai aussi un peu étudié quand j'étais sur le terrain. Et j'ai vraiment vu une phase différente quand tu arrives à un peu mieux comprendre l'être humain. Arriver à lire, en fait, quelqu'un qui est en face de toi. Et je l'ai découvert quand même assez tard qu'on est tous différents, certes, sur le fond, mais qu'on va s'adapter, nous, en tant que commercial,
d'une manière aussi différente. Toujours dans cet objectif, en fait, qu'ils nous fassent plus confiance. C'est ça. C'est ça. Il n'y a que ça. C'est que la confiance qui prime. Hein. Parce que quand tu veux dialoguer, faire passer un message, justement passer des 80 à 90, 100%, etc., on n'est pas en train de leur vendre quelque chose qui ne leur convient pas. On n'est pas en train les anciens vendeurs d'encyclopédies qui te collaient 100 € par mois sur 20 mois. Non, on est juste en train de les aider dans un projet de vie. Et cette phase de, comme tu l'as dit, je prends du temps pour discuter avec eux, pour comprendre vraiment le pourquoi du comment, leur faire voir des fois les choses un peu différemment. Et puis je le couple avec la lecture de la personne pour créer un climat de confiance supérieur pour que quand à un moment donné, j'explique les choses parce qu'ils ne sont pas tous là à suivre comme des moutons et à dire oui, 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 j'achète, etc. Non, ça passe beaucoup plus facilement. Et je comprends mieux maintenant comment tu t'organises et tout ça. Et alors ça, la relation génial. de confiance, évidemment, il faut l'instaurer dans les premières minutes quand on a quelqu'un au téléphone. Donc moi, ils savent que je leur dis, hein, moi je suis bienveillante avec eux, je suis là pour les aider, pas pour les empêcher de visiter ou pour leur proposer un bien qui n'est pas adapté. Donc on va prendre le temps d'apprendre à se connaître. Donc je leur pose des tas de questions. Si ce n'est pas le bon moment, je leur propose de rappeler le soir ou un moment où ils sont plus disponibles. Et puis je leur pose plein de questions, je prends le temps. Ouais. Ils me remercient souvent parce que ça fait plaisir en fait. Hein, merci. Voilà. Alors j'ai pas toujours le bien à leur proposer, mais quelquefois je les rappelle 3 mois après, je rentre quelque chose. Ils ont déjà acheté ou alors oui, ça nous intéresse, envoyez-nous la fiche. Et après on refait le check. Et en fait, ce temps-là, c'est vraiment ce qu'on appelle la partie cachée de l'iceberg. Ce que personne ne voit, on n'est pas juste j'organise une visite, je ne suis pas une secrétaire à prendre des rendez-vous. Moi, ça, c'est un tout petit coin de mon métier. Ouais. Mais mon métier, c'est vraiment que du relationnel, qu'une relation de confiance, que de l'écoute, que de la réponse à des besoins. Si ça, ce n'est pas développé, le reste, ça ne marche jamais. Et du coup, ça me fait penser tout de suite à quelque chose que... honnêtement, je pense que 80% des conseils immobiliers ne font pas, c'est le suivi avec les acquéreurs. C'est difficile. Ils sont très focalisés sur je prends des mandats, oui. Je m'occupe de mon mandat, et encore, il y en a qui ne font même pas le suivi avec les vendeurs et les mandats. Mais l'acquéreur, je fais une visite et je l'enregistre ni dans ma base de données, ni dans quoi que ce soit. Et là, tu me dis, toi, quand même... Moi, j'ai 2 cahiers. Ouais, je les rappelle plus tard, je m'organise, je continue quand même une relation avec eux. Alors en fait, moi, tous les ans, j'ouvre un cahier Spiral. Ouais. Et à chaque fois que j'ai un appel, je mets la date, les coordonnées du bien de la personne. Ouais. Après, je mets des stabilos pour les codes couleurs, le prix, comme ça, je sais exactement de quel bien. Et ensuite, j'ai toute ma découverte acquéreur ou vendeur au téléphone. Et donc, j'ai un cahier pour les vendeurs et un pour les acquéreurs. Et tous les ans, 2020, 2021, 2022. Donc, si je rentre un bien, je prends mon cahier 2023, je tourne les pages, je sais mon prix, je sais. Alors c'est pas très, tout n'est pas dans la bécane, mais au moins ça tombe jamais en panne. Du moment que ça fonctionne pour toi, ouais, moi ça fonctionne bien. Voilà, j'écris tout, okay. Et donc je retrouve toujours mes clients. Et dès que je pars en visite, je les mets dans mon répertoire téléphonique. Et j'ai toutes les coordonnées. Je les retrouve comme ça. Après, je garde tous les mails, tous les SMS. C'est vrai qu'il faut quand même jongler. On a moins d'appels en ce moment, la conjoncture fait que ça sonne moins. Donc on n'a pas d'excuses justement pour ne pas avoir tout l'historique des appels par bien. Exactement. On n'a pas d'excuses. Et on n'a pas d'excuses non plus pour ne pas rappeler les propriétaires. Je suis en train de faire des baisses de prix. On a donné la chance aux produits de septembre à décembre. 3 mois, 3 visites, pas d'offres. À un moment donné, si on ne fait rien, on n'est pas pro. Exactement. Donc, j'appelle mes propriétaires, je leur dis, je suis désolée, j'aime pas parler des choses qui fâchent. J'aimerais bien vendre votre maison plus cher. Ça me ferait plaisir de la vendre plus cher. Mais le résultat est là. Je prends le temps d'expliquer que la conjoncture est comme ci, que sur le marché, sur la zone géographique, on est comme ça, que... les retours des acquéreurs, il y a tel défaut et que, on ne peut pas le nier. Et qu'à un moment donné, bien sûr, il faut avant ça, je réactualise mes estimations. Je les fais tous les mois, à peu près, sur les biens pour les suivre, quand je sais que je vais devoir faire une baisse de prix. Parce que quand je publie plus cher, je sais que ce n'est pas au prix. J'ai 20% de chance de vendre à ce prix-là, si j'ai de la chance. Ouais. Mais je sais qu'on y arrivera. Bon. Mais au moins, j'ai aidé mon propriétaire à rêver pour
pour vendre plus cher. Au moins, je lui ai donné cette chance-là. Ok, ouais, je vois. Voilà. Après, il ne peut pas me reprocher de faire mon boulot. Donc là, ce week-end, j'ai fait préparer une estimation. Je l'ai envoyée, j'ai discuté un bon moment. Ouais. Il va en parler avec sa femme. Cet après-midi, justement, j'ai une visite. Donc, à l'issue de la visite, on va valider la baisse de prix. Donc, j'ai déjà préparé ma notary, j'ai plus qu'à lui envoyer. Ouais. Mais il faut l'humain. Donc, le rencontrer cet après-midi, c'est parfait. Okay. À l'issue de la visite, ça enfoncera bien les points positifs et négatifs. Si on a une offre, finalement, on pourra la négocier. Donc, j'avance. Chouette. Petit à petit, mais j'avance. Ouais, mais c'est très bien. C'est structuré, voilà, c'est intelligemment fait, c'est génial. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner sur justement cette période qui est différente? Il y a moins, tu dis, d'appels, etc. Pour les conseillers qui nous regarderaient. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner en général, justement, dans cette période? Oui. Il ne faut pas se poser de questions. Ok. Parce que ça met des freins, ça met des croyances limitantes, ça met je me compare. Parce que si on commence à écouter tout ce qui se passe autour, on ne fait plus rien. Donc en fait, on est des auto-entrepreneurs. Donc ça veut dire qu'on entreprend tout seul, avec les outils, avec le réseau. Mais chacun développe son business. Et le business, si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera à ta place. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc si tu commences à te poser des questions, dis-toi qu'on est tous dans le même bateau. Bon, en ce moment, il paraît que c'est la crise. Mais tout le monde est en crise. Donc, il y en a quand même qui vont tirer leur épingle du jeu. C'est ceux qui ne vont pas lâcher, ceux qui vont croire en eux et qui vont faire le taf comme si de rien n'était. Tout à fait. Bon, ils feront partie. Si tu fais ça, tu feras partie des 20% qui ne lâcheront pas. Il y a toujours des gagnants quelque part. Il n'y a jamais 100% de perdants. Exact. Donc, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Et puis, chez LGM, il y a toujours des coachs qui sont dispo. Moi, n'importe qui peut m'appeler, je suis toujours dispo. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et si j'ai besoin d'aide, je sais que je peux compter sur mon coach et sur les autres. Super. Voilà, donc allez-y, Franco. Exactement. Écoute, merci beaucoup Pascaline pour tout ça. C'était rempli de bons conseils avec une très belle expérience pro que tu as su adapter aujourd'hui à l'immobilier. Donc, je te remercie de nous avoir transmis tout ça et d'avoir pris du temps avec moi. Merci Nicolas, c'était très agréable. Et j'avais un petit peu d'appréhension, puis finalement, c'est très sympa. En plus, ça me permet moi d'ancrer finalement, de me dire voilà, j'ai des points acquis, mais je suis comme tout le monde, je dois encore me développer, j'ai encore des choses à apprendre. Et plus je persévère et plus je découvre des choses, on sait jamais tout en fait. Ça c'est sûr. Voilà, donc c'est justement ce qui est grisant dans ce métier, c'est qu'on apprend tout le temps. Chouette. Merci Pascaline. De rien. Avec plaisir.